Alors, Carlos Fontelas de Carvalho, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de la première fiche de paie que vous avez tenue entre vos mains? C'était où et c'était quand? Bah, en effet, je me souviens très bien parce que c'était une très belle expérience. C'était en 1988 à Lisbonne. Je travaillais pour une petite boîte de pièces détachées pour le secteur automobile. Et donc, bien sûr, je me rappelle très bien parce que c'est vraiment la première interaction qu'on a avec l'administration fiscale. C'est là qu'on regarde la différence entre le brut et le net. Et Et c'est- depuis ça jusqu'à aujourd'hui. et c'était votre premier job? Est-ce que la fiche de paie était en bleu, liseré blanc, comme on en a encore aujourd'hui? Non, non, mais c'est une paye plus facile. C'était là-bas au Portugal. Mais je me rappelle très bien de papier en mode comme c'était un ticket large de cinéma avec toutes les cotisations que j'ai gardé religieusement une tras autre pendant quelques années. Et là maintenant, votre question, ça me fait rappeler il faut que je le découvre parce que je suis sûr que je ne l'ai pas jeté. Pour l'encadrer. Fermé au fond d'un tiroir. J'étais loin de penser qu'aujourd'hui, j'étais dans le secteur. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Talk Décideur du Figaro, le premier invité de la saison et c'est une nouveauté, on est en visio, 100% en visio cette année, ce qui va permettre d'interviewer des invités qui sont aux quatre coins de la planète et qui sont dans leur lieu respectif, peut-être leur bureau, parfois leur domicile. Je vais poser la question tout de suite à mon invité, mon premier invité qui est Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP France et Suisse, Tunisie aussi je crois. Je précise qu'on ne parle pas d'ailleurs d'ADP Aéroport de Paris, parce que là, parfois on peut vite faire des raccourcis fallacieux, mais du fournisseur américain de logiciels. Donc vous, chez ADP, vous fournissez des solutions pour délivrer les fiches de paie, poser ses congés, des logiciels de RH, c'est bien ça, Carlos? Oui, bien sûr. Bonjour et déjà, merci pour cette opportunité. Oui, nous sommes fournisseurs, leaders et pionniers de la gestion de capital humain et bien sûr, on est très connus pour donner et faire l'édition de plus de 3 millions de fiches de paye tous les mois pour les salariés du secteur privé en France. Oui. Alors je disais, c'est une grande première, on est en 100% visio dans le talk décideur du Figaro cette année. D'où est-ce que j'ai le bonheur de vous parler? Vous êtes chez vous, dans votre bureau? Où est-ce que vous êtes en ce moment? Bah, aujourd'hui au bureau. Mais c'est vrai qu'ici, à Nanterre, sur notre siège près de Paris, on n'est pas, je suis tout seul. Donc, on n'est pas encore retourné au bureau. Ici, normalement, il y a plus de 1000 collaborateurs. Et en ce Ouais. moment, j'ai que les agents de sécurité qui sont là et que j'ai salués ce matin quand je suis arrivé. Ouais. Alors, on va reparler de ce qui se passe en interne chez ADP tout à l'heure. Vous éditez pas moins, je crois, de 3 millions de fiches de paie en France. Pendant la crise sanitaire, économique qu'on vient de traverser, dans laquelle on est toujours dans une certaine mesure, est-ce que vous avez réussi à assurer la continuité de ce travail et comment est-ce que ça s'est passé? Bon, c'est une très belle question et ça nous a fait traverser maintenant presque 6 mois d'une activité assez particulière. Bon, en étant pionnier, comme j'avais dit, leader de la gestion de capital humain, on a cette grande responsabilité qui est assurer la continuité de service. Notre Hmm. rôle, c'est d'accompagner nos clients et délivrer cette paye juste et en temps et en heure, quelles soient les circonstances. Et dans cette crise, je vais dire que l'avantage, c'était d'être parti d'un groupe international Hmm. et nous étions déjà, je vais dire, un petit peu préparés. Nous avons vu la crise débuter en Asie avant d'arriver chez nous. On savait que c'était une question de quand et pas est-ce que va arriver. Parce qu'on avait des communications constantes avec mes collègues, mes homologues en Chine, en Australie, et on a pu voir ce début de confinement qui s'est passé avec nos collègues Hmm. là-bas en janvier-février. Et donc, on a tout de suite on mise en garde la mobilisation de toutes nos équipes.
Et en termes de promesses de services, parce que votre service, il est vraiment essentiel pour les entreprises, les fiches de paie, le paiement des salaires, etc. C'est évidemment très important. Quel problème vous avez rencontré ou pas d'ailleurs au début de la crise, quand tout ça a un peu éclaté? Certains étaient surpris, vous visiblement un petit peu moins. Racontez-nous ça. Bon, déjà, oui, c'est vrai. On a eu un énorme besoin de que, d'un côté, par exemple, la veille légale soit très en alerte pour suivre et analyser au jour par jour toutes les évolutions et décrets d'application du gouvernement. Vous savez, je pense très bien. D'ailleurs, nous avons constamment interagi avec le ministère du Travail et des autres organismes pour obtenir ces types de précisions nécessaires. Je vais vous rappeler une chose. Il y a eu plus de 60 nouveaux textes de loi le premier mois, juste entre le 16 mars, le fameux 16 mars, et avant fin avril, qui ont engendré plus de 125 mises à jour de paramétrage, donc un vrai record. Et donc pour ça, on a eu donné une mobilisation totale de nos équipes, comme je l'ai dit, de la veille légale, l'équipe R&D de support pour intégrer chaque évolution au sein de nos outils, et bien sûr les équipes de service qui étaient aussi sous le pont. On devait informer constamment, rassurer nos clients. Il y a eu, bien sûr, comme vous pouvez imaginer avec le confinement, des ruptures de compétences chez nos clients. Il y a eu des situations des clients préparés aussi et des clients qui n'étaient pas du tout préparés. Et donc, ce type d'accompagnement, il était très important. Il était très important. Vous avez découvert que certains de vos clients n'étaient pas, entre guillemets, à la page sur ces sujets et vous vous êtes improvisé consultant à distance, ou alors vous aviez déjà une antenne chez vous qui permettait ce type d'aide un petit peu critique dans une certaine mesure? Je vais dire que oui, on était préparé parce qu'on a, dans les différents étages de notre partenariat avec nos clients, on a, on va dire, entre guillemets, la simple calcul et édition de bulletin de paye à la externalisation totale et complète la fonction de la paye. Donc, ça veut dire que ADP exécute la paye de bout en bout en vérifiant l'exactitude des résultats et que ça libère les RH des tâches administratives. Donc, ça veut dire que pour les entreprises, on avait déjà ce niveau d'externalisation complète. Je veux dire, c'était un petit peu, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur nous. Et donc, c'était surtout, on checkait les voyants pour voir si tout c'était bien et surtout, bien sûr, mettre toute cette évolution légale, l'analyse des décrets d'application, bien sûr les questions-réponses, parce que la mise en place du chômage partiel, c'était assez complexe. Et donc, on a dû être en constante interaction, parce qu'il a, il a des centaines de conventions collectives pour interpréter correctement chaque évolution. Donc, il était vraiment très important d'être très en contact avec nos clients. Très en contact, vous avez dit sur le pont, mais à distance, parce que je crois que chez ADP, tout le monde était en télétravail, comme dans à peu près d'ailleurs la majorité des entreprises françaises. Le télétravail, ça a fait couler énormément d'encre, ça continue à faire parler encore aujourd'hui. Là, je ne sais pas, on est à la 6e, 7e, 8e rentrée de 2020, on sait pas trop. Votre avis personnel, vous, sur le télétravail, qu'est-ce que vous en pensez, le télétravail à outrance? Le télétravail avec parcimonie, est-ce qu'il y a des abus, par exemple, de télétravail aujourd'hui? Si on prend le pouls du télétravail, qu'est-ce qu'on trouve comme rythme? Ben déjà, tout d'abord, parler un petit peu de ce qui est le télétravail chez nous, avant de parler des abus. Et c'est la belle opportunité de vous dire que, par exemple, chez ADP, le télétravail, ce n'est pas nouveau. On avait signé déjà notre accord en 2011 qui permettait déjà jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Et donc, bien sûr que ça a contribué énormément pour que c'est bien passé, mais avec des règles indispensables à respecter. Et là, je retourne à votre deuxième partie de la question. Premièrement, doter nos collaborateurs des bons outils, à la fois pour donner les moyens de travailler correctement, mais également pour protéger, dans notre cas en particulier, les données de nos clients. La sécurité de données est au cœur du métier. Et donc, nous avons, par exemple, pour vous donner une idée, nous avons même organisé pendant le confinement, parce que dans les différents sites, on avait bien sûr qu'on continuait à avoir la sécurité présente et la partie de la gouvernance des sites, une journée spéciale de drive où les collaborateurs pouvaient venir en voiture, sans contact, récupérer leur matériel, donc ça veut dire le fauteuil, le deuxième écran, et donc ça c'est très important. Quand on parle de télétravail, il faut donner les bonnes conditions, les bons outils
pour qu'on continue à délivrer vis-à-vis de notre client un service qui est transparent et qui n'a pas d'impact. Et après, une préparation. Et donc, c'était très important et ça arrive, je vais dire, donc on fait la paye de plus de moitié du CAC 40 et donc on a eu des interactions et je parle avec quelques grands directeurs de ressources humaines et de DSI. Il a eu déjà pas mal de journées de plein de continuité d'activité. Donc, ça veut dire qu'avant, on avait des journées, et je me rappelle très bien ici, dont je vous parle, à Nanterre, on avait des jours qu'on disait demain, on ne vient pas au bureau. Et donc, ça veut dire qu'on testait des situations en réel, de travailler depuis la maison pour voir si tout fonctionnait. Et à un moment donné, on se disait, y compris, mais pourquoi c'est tout ça? On ne va pas être en guerre. Imaginez-vous, aujourd'hui, on est depuis 6 mois à travailler depuis chez nous. Donc, on va plus loin, on va même au point de, est-ce que si un site n'a pas d'électricité, est-ce que l'autre site peut prendre l'activité d'un site? Est-ce que la France au global, s'il a un problème, est-ce qu'il a un autre pays de la communauté européenne qui peut reprendre l'activité pour que les grands groupes internationaux continuent à pouvoir faire leur... Ça, c'est fondamental. Imaginez-vous et moi que vous continuez à travailler dans votre activité, on ne peut pas manquer la paye à la fin de mois. Ça, c'est donc cette continuité de service pour nous, elle est au cœur de notre ADN. Et donc, ça, c'est important. Oui. Dernière question, Carlos Carvalho. Le télétravail, vous l'avez dit, le droit au télétravail, ce n'est pas une guerre. Évidemment, le droit au télétravail, ça existe depuis longtemps, etc. Vous avez dit depuis quelques mois, on est beaucoup à travailler depuis chez nous. On s'est rendu compte que dans certains cas, ça pouvait améliorer dans une certaine mesure à notre quotidien. Là, je vous posais la question tout à l'heure des abus possibles, c'est-à-dire après tout ce qu'on a connu, on a pris l'habitude. Quelques mois, 5 mois, c'est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas, on commence d'ailleurs à entendre parler de ce message, revenir au bureau, les bienfaits du bureau, le télétravail, c'est pas tout, quoi. C'est vrai. Et je vais vous dire une chose. En étant en contact permanent avec mes collaborateurs et mes managers, il a un sentiment de vouloir rentrer au bureau au plus vite possible. Parce que nous sommes des êtres humains qui veulent du contact social. Et notre activité, nos compétences, notre savoir-faire, elle est faite en équipe. Elle est faite avec du contact physique. Donc, premièrement, je vais vous dire qu'il y a d'une façon générale, une envie de retourner au bureau. Mais ce qui est très important, c'est que la sécurité et santé des collaborateurs, c'est notre priorité. Et donc, il n'y aura pas de précipitation, et nous restons toujours prudents et nous suivons les consignes des autorités. Mais bien sûr, quand on parle des abus, je ne vais pas fuir à la question, bien sûr qu'il peut y avoir des questions de est-ce que la productivité va être la même? Est-ce que les gens derrière le télétravail ne vont pas cacher des situations où ils vont travailler moins? Je vais vous dire une chose, c'est la satisfaction client que dites, qui est entre guillemets le gendarme de notre activité. Si les clients sont contents, et les clients, par exemple, chez nous, sont d'ailleurs, y compris, plus contents que jamais avec cette situation de travail, pourquoi pas changer? Donc, je dirais que, bien sûr, on veut retourner au bureau, mais calmement. C'est des discussions qu'on a déjà commencé à organiser. Il y a des groupes de travail pour réfléchir à ce sujet. Je suis très ouvert à un élargissement du scope de télétravail. Bien sûr, comme je vous avais dit, 3 jours par semaine déjà, ils sont inscrits dans les accords qu'on a fait avec les instances. Mais bien sûr, il y a des réflexions, surtout sur des entreprises qui n'étaient pas habituées à ça. Et que, bien sûr, on est force de proposition, on est force de conseil et on aide nos clients aussi à cette même réflexion. Retour au bureau, calmement, mais sûrement, on vous a bien entendu. Merci infiniment, Carlos Fontelas de Carvalho, d'avoir répondu à mes questions pour ce premier épisode de la nouvelle saison du Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup.